messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur l'antenne de Dzer TV, puisque les Fennecs l'ont fait alors que tous les Algériens en avaient rêvé. Eh bien, l'Algérie est au Brésil, le pays du football. Eh bien, la chaîne a décidé de vous offrir 2 fois par mois un voyage sans escale direction Rio, où l'on pourra vivre et suivre toutes les péripéties des joueurs de l'équipe nationale, l'évolution des joueurs jusque ce fatidique jour du 17 juin, jour du premier match de la sélection algérienne. Dzer Rio, c'est donc un voyage, je le disais, sans escale, où nous vivrons bien sûr 2 fois par mois, et ceci 2 soirs de la semaine sur l'antenne, justement, l'évolution des joueurs. Et pour justement parler de cette Coupe du Monde, on va parler ce soir de ce tirage au sort qui nous lance de plein pied dans cette Coupe du Monde, puisqu'on connaît depuis vendredi aux alentours de 18h, 18h10 les 3 protagonistes qui évolueront dans le groupe de l'Algérie, le dernier groupe de cette Coupe du Monde, le groupe H. Il y aura la Belgique, la Corée du Sud et la Russie. Ce soir, pour parler de ce tirage au sort avec moi, eh bien, des consultants prestigieux et des confrères de la presse avec moi. À ma gauche, consultant Coupe du Monde de Dzer TV, Antar Yahya, monsieur Coupe du Monde 2010, celui qui a fait sortir des millions de gens dans les rues, celui qui a catapulté ce ballon à Omdurman dans les cages de la sélection égyptienne. Antar Yahya, merci d'être là ce soir avec nous, et je suis sûr qu'il va y avoir un tonnerre d'applaudissements derrière. Bonsoir, je suis très heureux aussi d'être parmi vous et de pouvoir débattre autour de cette table avec vous de notre équipe nationale. On va parler de ce tirage dans quelques instants. En face de vous, l'autre consultant Coupe du Monde de la chaîne, Nasser Bouiche, mon compère de toujours, qui sera là et qui parlera et qui décortiquera justement d'abord ce soir ce fameux groupe H qu'on dit bon tirage, mais pas si sûr que ça. Bonsoir Nasser. Bonsoir Riyad, bonsoir amis sportifs, et je suis très heureux déjà d'avoir tous nos collègues et surtout un défenseur, parce que je suis un attaquant, alors c'est bien d'avoir une résistance. C'est pour ça que je vous ai mis l'un en face de l'autre, c'est pas pour rien. Alors, avec nous également, Alafir Habib, directeur de la publication du quotidien Football Compétition, de la rédaction. Bonsoir Riyad, c'est un plaisir de retrouver un ancien grand joueur et un autre actuel grand joueur et un confrère, et vous bien sûr, sur cette sympathique chaîne de Dzer TV. Merci, merci beaucoup Alafir. Et Mahdi Dahak, alors j'ai dit directeur de la rédaction, je vais dire quoi? Directeur de publication, je ne sais pas si on publie sur Internet, mais en tout cas, c'est monsieur dzfoot.com, tout sur la sélection algérienne et sur le championnat algérien, tout ce qui concerne les joueurs algériens évoluant ou ici sur notre sol ou alors à l'étranger. Merci Mahdi d'être là ce soir. Merci à toi. Alors, messieurs, on va commencer ce soir d'abord par ce tirage. Yassine, notre réalisateur, va nous montrer d'abord le tableau des 8 groupes de ce tirage au sort de vendredi qui s'était déroulé à Salvador de Bahia, plus exactement à Costa de Saupe ou do Saupe, parce que maintenant il faut parler portugais, messieurs, on est obligé. On va voir ce tableau tout de suite avec le groupe A, le groupe du Brésil, où on trouve notamment le Brésil, la Croatie, le Mexique et le Cameroun. On va y revenir tout à l'heure, on va juste dérouler rapidement le groupe B. Les champions du monde, la Roja, l'Espagne avec le Chili, les Pays-Bas et l'Australie. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire, la Grèce, la Côte d'Ivoire, donc le seul représentant africain dans ce groupe C, également le Japon. Et puis celui qu'on a déjà appelé le groupe de la mort, l'Uruguay, le Costa Rica, l'Angleterre et l'Italie. Alors, si on commence à compter le nombre de Coupes du Monde remportées dans ce groupe, 4 pour l'Italie, 1 pour l'Angleterre et 2 pour l'Uruguay. C'est un énorme groupe. Groupe à suivre, et il va y avoir donc un ex-champion du monde qui va passer à la trappe. Dans le groupe E,
la surprenante Suisse tête de chapeau, l'Équateur, la France qui s'en sort bien et qui revient de loin après avoir été menacée par l'Ukraine en match barrage, et puis le Honduras. Dans le groupe F, Argentina, la sélection de Lionel Messi, l'excellente Bosnie-Herzégovine, l'Iran et puis les Super Eagles du Nigeria, autre grande Afrique dans ce groupe F qui aura du mal, mais en tout cas c'est une belle affiche que ce Nigeria-Argentine. Dans le groupe G également, il y a du lourd messieurs, l'Allemagne, le Portugal également qui s'en est sorti puisque vous le savez Cristiano a battu Ibrahimovic en victoire et en nombre de buts. Cristiano marqué 3 et Ibra 2. Et donc c'est le Portugal qui se retrouve en Coupe du Monde. Le Ghana, les Black Stars également qui ont raté de peu, souvenez-vous, face à l'Uruguay, une place historique en demi-finale. Eh bien ils sont là. Et puis les USA que vous connaissez bien, Antalya Yahya, que vous avez affronté lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud. Enfin, on y arrive, ce groupe H, le dernier groupe. Alors, on attendait cette Algérie et finalement, elle est sortie dans ce groupe H en compagnie de la Belgique, de la Russie et de la Corée du Sud parce que beaucoup se demandaient, notamment Antar, quelle Corée? Ben, c'était celle du Sud et pas la Corée du Nord. Alors, d'abord, première réaction, Antar Yahya. Après ce tirage, vos premières impressions, bon tirage, mauvais tirage ou... Moi, il me reste une troisième subsidiaire, c'est tirage piège. C'est vrai que quand on regarde la composition du groupe, on se dit qu'on a évité des très grandes nations comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, l'Italie ou le Brésil. Mais ça reste vraiment un tirage difficile. Parce que la Belgique, on en parlait tout à l'heure, ça a une super génération. La Russie qui a fini devant le Portugal, a vraiment une grosse équipe aussi. Et la Corée qui a un football vraiment qui a énormément progressé et dont il faut se méfier. Mais après on est en Coupe du Monde et je ne pense pas qu'en Coupe du Monde il y ait des choix à faire sur les adversaires. Il faut la jouer à fond et puis on verra ce que ça va donner. Nasser, oui. Moi, je dirais que je rejoins un tas sur la Belgique. Ils ont fait les derniers matchs, je crois, des victoires. Et c'est une équipe jeune. Après la génération Chifo, c'est la nouvelle génération qui est très, très solide avec des individualités. Je reviens à la Corée aussi, parce que la Corée, ce qui m'intrigue dans cette nation, c'est qu'ils appliquent un schéma tactique à la lettre. C'est des joueurs petits de taille, très disciplinés et qui vont vite, une vivacité. Et quand on respecte un schéma tactique d'un entraîneur, on devient une équipe difficile à battre. La Russie aussi, qui est une équipe jeune, qui prépare la Coupe du Monde et qui va être obligée de figurer parmi les meilleurs. Alors ça, c'est l'avis des techniciens. On va passer à l'autre côté du miroir, c'est-à-dire l'avis des journalistes. On l'a pu lire tantôt sur votre site des Foot ou même sur Compétition, où il y avait notamment votre envoyé spécial au tirage, Esma Halimi, qu'on salue. Bon tirage ou pas bon tirage, l'affaire Habib? Bon, finalement... Bon, alors, est-ce qu'on peut déjà se poser cette question? Est-ce qu'il y a de bons et de mauvais tirages? Voilà. C'est quoi un bon tirage, finalement? Parce que là, on a affaire à 32 équipes qui sont qualifiées, qui méritent d'être là, qui ont fait un parcours des fois laborieux, des fois facile, mais qui sont là. Ils ont ce mérite. Ça veut dire que toutes ces équipes valent quelque chose. C'est-à-dire que tu tombes sur n'importe quelle équipe de ces 32, tu es sûr de tomber sur une équipe qui va bien se préparer, qui va peut-être jouer le match de sa vie, qui va jouer un match historique. Ça dépend de l'histoire de chaque équipe. Bon, là, on pouvait tomber sur un groupe plus facile. On aurait pu tomber comme la France sur le groupe de l'amour. Bon, on n'est pas tombé sur le groupe de la mort non plus. On peut s'estimer heureux. Bon, on a évité, comme l'a dit Antar, les grosses équipes. Mais là aussi, voilà, sur le papier, puis c'est un piège. En fait, on a hérité de la tête de série
la plus improbable. C'est-à-dire si on devait choisir entre le Brésil ou l'Espagne ou peut-être la Colombie, l'Uruguay, un degré moindre la Suisse, mais il y a quand même la France dans le groupe de la Suisse, même si elle a eu du mal, c'est quand même une énorme équipe avec une histoire et un titre de Coupe du Monde. L'Argentine, l'Allemagne, on hérite la Belgique, mais Mehdi Dahak, la Belgique, c'est quand même, pour les spécialistes en tout cas, c'est l'équipe européenne la plus euphorique et la plus en forme. Personnellement, je me méfierais moins de la Belgique que de la Russie, par exemple. C'est vrai qu'a priori, en direct, quand on voyait le direct, on était vraiment content de voir qu'on avait évité les gros. On pensait vraiment tomber sur un Avec gros. tout le respect qu'on a pour les Belges, évidemment. on se disait ils mangent des frites, ils écoutent Belges. Jacques Brel, ça peut pas être très dangereux. On parle beaucoup des Belges, les Belges parlent beaucoup aussi, sont très contents. Mais c'est vrai, comme disait Antal tout à l'heure, c'est une belle génération, mais je pense que c'est une équipe jeune et qui peut-être va se voir un peu trop belle. Moi, je pense qu'il faut se méfier plus de la Russie que de la Belgique, personnellement. Je penserais plus à nous, à l'équipe d'Algérie. Il faut être bien prêt physiquement, mentalement pour affronter n'importe quelle équipe. Et puis 7 mois, c'est long. Voilà. À un moment donné aussi, il faut être humble. Voilà, c'est tout. Il faut être humble parce qu'on n'est pas en position, nous, de vouloir un tirage comme ça ou plutôt cette équipe que l'autre. Il faut respecter à un moment donné toutes les nations. Certaines nations qui sont en Coupe du Monde. À chaque Coupe du Monde, nous, on revient. C'est la deuxième Coupe du Monde d'affilée. C'est déjà un progrès. J'ai un acquis, ouais. On ne va pas dans l'inconnu. Parce que ce soit l'encadrement de l'équipe nationale, je pense qu'ils savent comment préparer l'équipe mieux qu'en 2010. Mais à partir de ce respect-là, je vais dire pour le vécu des autres nations, on peut avoir aussi une motivation et on va dire des objectifs intéressants. Respect, humilité, Oui, c'est les mots d'ordre de Antal Yahya. Oui, je suis d'accord. Et puis, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est la vérité d'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer dans 7 mois. dans C'est ce 7 que j'ai mois. dit, 7 C'est mois. long. D'abord, messieurs, si vous permettez, on va voir le parcours de cette sélection avec vous, mesdames, messieurs. Comment l'Algérie en est arrivée là, à ce tirage au sort, le 6 décembre, à Salvador de Bahia. Ce parcours nous est retracé par Amin Thierman. Après une Coupe d'Afrique 2013 pour le moins décevante en Afrique du Sud avec une élimination très précoce, l'Algérie connaît un moment de flottement et s'apprête à aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 avec beaucoup d'appréhension. Le président de la Fédération algérienne de football était même à 2 doigts de céder à la pression du public et la presse et limoger Vahid Alilozic. Mais il décide finalement de confirmer le Bosnien à la tête de l'équipe nationale, avec la qualification au Brésil comme principal objectif. Les choses avaient déjà bien commencé avant même la CAN 2013, ou presque. Le 2 juin 2012, les Verts disputaient leur premier match des éliminatoires du Mondial. Vainqueur du Rwanda à Blida, une prestation de haute facture et un score sans appel de 4-0. Mais 8 jours plus tard, les Verts s'apprêtaient à jouer un adversaire beaucoup plus coriace, le Mali, principal concurrent pour la qualification au prochain tour. L'avantage était peut-être de jouer au Burkina Faso. Le Mali était interdit de recevoir dans son pays en raison de la guerre. Mais l'Algérie s'est inclinée malgré ça à Ouagadougou. Malgré l'ouverture du score de Slimani, score final 2-1, les Verts viennent de compromettre leur chance de qualification au mondial. Un vrai moment de doute se lisait sur le sélectionneur et les joueurs. C'était en tout cas la dernière rencontre officielle avant la CAN 2013. Une Coupe d'Afrique qualifiée d'échec, valide et confirmée par Raourawa. L'heure est désormais à la remobilisation. L'équipe nationale est même renforcée de jeunes joueurs franco-algériens confirmés à l'image de Safir Taider, Fawzi Roulam ou encore Yassine Brahimi. Ces éléments s'ajoutent à la nouvelle génération des Verts formés par Slimani, Soudani et Ferrouli. Tout ce beau monde emmené surtout par Majid Bougra, seul rescapé des héros d'Omdurman justement. Cette nouvelle génération est parfois critiquée, elle n'aurait pas la même hargne que celle des Antal Yahya et Ziani. Mais après la CAN, l'Algérie renoue avec les éliminatoires du mondial. Les Verts doivent se racheter ou disons tout simplement ne plus perdre. La nouvelle équipe de Vahid Alilozic commence à séduire. Tout d'abord à Blida face au Bénin. Un succès et du beau jeu, 3-1 avant de s'envoler le 9 juin 2013 à Porto Novo pour jouer le match retour au Bénin. Dans un pays difficile à jouer, mais surprise, les Fennecs gagnent 3-1 grâce notamment à Slimani qui devient le meilleur buteur des Verts.
Une semaine plus tard, l'Algérie se présente au Rwanda. Une victoire suffirait aux Verts de prendre une sérieuse option pour la qualification. Mais encore faut-il rappeler qu'il est très difficile de gagner à l'extérieur. Mais l'équipe de Vaïd a pu le faire au Bénin et l'a refait à Kigali, 1-0 grâce au but de Taider, qui devient l'élément le plus important de l'échiquier de Vaïd, lui qui s'est très vite intégré. Face au match nul du Mali à Bamako contre le Bénin, l'Algérie est officiellement qualifiée au barrage. Le 10 septembre, l'équipe nationale reçoit le Mali à Blida pour le compte de la dernière journée de ce tour. L'équipe nationale renforcée encore par Belfodil, une étoile montante, gagne et finit premier de son groupe avec 15 points, 7 unités d'avance sur le deuxième. Mais les choses sont loin d'être finies car désormais, les Verts sont à 2 matchs du Brésil. Le 16 septembre 2013, le tirage du 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 désigne le Burkina Faso comme ultime adversaire de l'Algérie dans la course au mondial. Un adversaire qu'on ne connaît pas bien, la rue algérienne était plutôt heureuse d'éviter les gros cylindrés comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte. Mais le Burkina est quand même finaliste de la dernière édition de la CAN. Un adversaire redoutable et nous l'avons confirmé le 12 octobre à Ouagadougou. Après une guerre psychologique déclenchée par le Burkinabé à la veille du match, les étalons l'emportent 3-2. À l'issue du match, Vaïd Aliouzic était très affecté par la défaite. Mais le fait d'avoir marqué 2 buts à l'extérieur constituait déjà un gros avantage pour les Verts. Cela dit, le public est curieusement pas très confiant. Non seulement les étalons ont séduit en match barrage aller, malgré un penalty très généreux dans les derniers instants de la rencontre, mais surtout en raison de la forme affichée par certains de nos joueurs. La plupart ne jouent pas régulièrement dans leur club. Belkalem et Gdiola sont suspendus, mais l'on a surtout peur de la réaction de ce groupe qui a rarement montré un gros caractère lors des grands rendez-vous. Arrive cette date historique que tout un peuple attendait. Le 19 novembre 2013, le match retour face au Burkina Faso. Les Verts abordent la rencontre avec beaucoup d'appréhension, de peur et en témoigne cet excès de confiance qui a marqué les joueurs en début de rencontre. Mais le jeu importe peu dans ce genre de rendez-vous. 49e minute de jeu, Bougara, capitaine symbolique des Verts, marque et délivre tout un peuple. L'Algérie va bel et bien au Brésil. L'Algérie va bel et bien au Brésil, et bien vu, on l'a vu dans ce parcours. On a posé la question à Antar Yahya, à Yazid Mansouri, qui était votre capitaine à l'époque avant que vous repreniez le brassard, sur son regard, le regard qu'il portait sur cette nouvelle génération. Vous êtes peut-être avec Majid, qui est encore dans cette équipe, un rescapé de l'autre génération. Vous avez même été coaché par Vaïd. Quel regard vous avez d'abord sur le parcours et sur cette équipe naissante? Parce qu'on oublie que c'est une équipe naissante qui va au mondial. Ce n'est pas une équipe avec du vécu comme l'a été la vôtre. Non, quand on voit les images, le parcours, il est quand même, on va dire, c'est un parcours tranquille. Hein. L'Algérie, elle mérite sa qualification. On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans ces éliminatoires. C'est vraiment mérité. On avait un bon groupe? Bien sûr, il y a un bon groupe. Je parle du groupe de qualification, le groupe où était l'Algérie. Le Mali, déjà, c'était un adversaire vraiment difficile à battre. On a réussi à les sortir. Et après, le Burkina, c'est aussi un finaliste de la CAN. Tout le monde pensait que ça allait être un match facile, mais on l'a bien vu. Déjà, le match aller là-bas, on peut le perdre même. On peut le gagner, mais on peut le perdre sur une facture plus haute. Mais après, ce que vous dites là par rapport au vécu, le vécu vient avec le temps. Après l'échec à la CAN, même si la CAN, c'était un échec, il y a eu quand même le maintien du coach, qui est un point positif. Et dans l'échec aussi, on prépare les victoires. Les mecs, ils ont commencé à se connaître. Après, il y a l'ajout encore d'un ou deux joueurs de qualité. Et je pense que si on les laisse ensemble, mûrir ensemble, avoir encore des expériences ensemble, le groupe, il va avoir cette rage. Mais ça vient avec le temps. Alors, Nasser, quand on voit le dernier match qu'a joué l'équipe nationale, c'est vrai qu'on dit que dans ce genre de confrontation, l'enjeu prend le pas sur le jeu. On a vu une équipe absente, timorée. On a entendu Khaled, vous en souvenez, et Zemamouche qui disait on avait peur de faire des erreurs, on avait peur de passer à côté, on avait peur d'encaisser.
est-ce qu'il faut oublier ce match-là et ne pas rester sur tête idée? C'est pas ça le jeu de l'Algérie? Oui, l'Algérie, on n'a pas vu un match référence depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire, on n'a pas vu un match référence. C'est ça que le téléspectateur, le public qui supporte le peuple algérien veut. Un match référence de l'équipe nationale, on ne l'a pas vu. Il y a des joueurs d'expérience qui jouent partout en Europe. Il y a le point un petit peu noir, les joueurs ne jouent pas, presque tous les joueurs, la plupart ne jouent pas dans leur club, ne sont pas titulaires. Ça peut peser dans un... Après, l'entraîneur, il y a la cohésion, il y a le groupe de Aliouzic qui essaye de ramener un groupe soudé. Il ne faut pas qu'il y ait des complications dans le groupe, il faut que le groupe vive bien. Et ça, c'est très important pour la suite du mondial. C'est bien que vous parlez de ça. Messieurs, je vais vous poser encore la question, mais avant ça, je vous propose d'écouter, c'est une exclue de ZRTV, la première réaction, en tout cas à une télévision algérienne, de Vaïd Aliouzic, juste après le tirage. Karim Bouhlel, notre envoyé spécial à Salvador de Bahia, l'a rencontré juste après ce tirage à l'aéroport. On écoute sa réaction après ce tirage dans le groupe H. Ça peut être pire, c'est un groupe assez difficile. Il ne faut pas non plus négliger la qualité d'une équipe comme Russie, comme Belgique, comme Corée du Sud. Bien sûr, il avait encore plus fort de groupe, mais c'est un groupe assez difficile. Un groupe assez difficile. Vaïd ne montre jamais vraiment ses cartes et il reste toujours très très prudent, même si tous les supporters, tous les observateurs, on a pu lire les anciens joueurs, les anciens techniciens qui disaient « Ah, c'est comme on a échappé aux grosses cylindrées ». Lui, il reste quand même prudent. Je pense qu'il a raison. Il a raison d'être prudent. Et par contre, je trouve que ça contrebalance un petit peu avec... pendant les qualifications, il était plutôt content de son équipe. Il parlait beaucoup du fait qu'elle avait marqué beaucoup de buts, qu'elle prenait pas beaucoup de buts. Ah, c'est plus la même histoire. Voilà, parce qu'on jouait, comme disait Nasser, on n'a pas de match de référence, parce que les 4-0, les 3-0, tout ça, c'était contre la Gambie, contre le Rwanda. Et les deux matchs contre le Mali et le Burkina, eh ben, on a vu quand même qu'il y avait un peu... donc, il s'attend sans doute dans les matchs amicaux qui vont venir, les 3 matchs amicaux qui seront programmés, à peut-être confronter pour la première fois son équipe à des équipes de gros calibre. On va parler justement du choix des sparring partners, 2 ou 3, je ne sais pas combien on va programmer de matchs amicaux, mais il a une personnalité assez spéciale. Ça a été un attaquant fougueux, un entraîneur sanguin et un drôle de communicateur, on va dire ça comme ça. Mais il livre jamais réellement ses vraies impressions. Je pense aussi qu'il a une très grande expérience. Et déjà, même au niveau maintenant de l'Algérie, il a une expérience. De la CAN, il ne va pas dans l'inconnu. Ah, il a été descendu en flamme. Et il connaît les attentes. Et des fois, il sait que ça peut être démesuré aussi par rapport à la réalité. Donc aussi, lui, quelqu'un qui communique très bien, il sait que il faut garder les pieds sur terre et que la vérité même d'aujourd'hui, comme l'a dit Nasser, il y a beaucoup de joueurs qui manquent de temps de jeu. Comment ça va être dans 7 mois? Ouais. Donc lui, il est obligé un peu. Il est obligé. C'est là aussi la communication qu'il faut, à mon avis. Hein. Il est obligé d'un peu tempérer les ardeurs et... Il a le droit de gérer ça comme il veut, bien exactement, sûr. Donc, mais je pense qu'il faut... Vaïd, il ne faut pas juger sur ses déclarations à chaud. Moi, je me souviens d'une autre déclaration, c'était juste après son installation en tant que sélectionneur de l'équipe algérienne. Il disait que par rapport à 2010, que l'équipe de l'époque, donc votre équipe, manquait d'ambition. C'est-à-dire elle est partie en Coupe du Monde sans ambition. Ça m'a toujours... je l'ai gardé cette réflexion. Je me suis dit, tiens, voilà, on a un sélectionneur qui a de l'ambition. J'espère qu'il l'a toujours. Parce qu'effectivement, il faut avoir de l'ambition. Et Vaïd est un ambitieux, même s'il casse son jeu, c'est-à-dire. Mais au fond de lui-même, il va tout faire pour aller au deuxième tour, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez mes fiches, mais en tout cas, on va écouter Vaïd qui parle de ses ambitions après le tirage au sort, toujours au micro de Karim Bouhlel.
Vous savez, Algérie, souvent cet optimisme est un petit peu irréel. Mais j'aimerais bien même gagner Coupe du Monde. Mais est-ce qu'il y a réalité des choses? C'est autre chose. Mais on va essayer de se préparer le mieux possible. On ne viendra pas comme le touriste. Je sais que ça sera compliqué, mais déjà arriver là, ça a été compliqué. Et on a fait déjà un succès exceptionnel. Et on viendra aussi pour essayer de faire une surprise. Alors, messieurs, nous allons un peu décrypter ce que Vahid a dit. Il a, en résumé, complètement démoli le fameux objectif du deuxième tour du président. Il dit, on a déjà un sacré parcours, et si je me trompe, vous me corrigez, messieurs, on a un groupe très très difficile. Il ironise un petit peu quand il dit on va gagner la Coupe du Monde, c'est bien sûr évidemment arrêter de rêver. Et on n'est pas venu en touriste, c'est-à-dire on va essayer de jouer nos chances à fond. Mais là, on va réécouter Vahid une troisième fois, qui cette fois-ci, vous allez le voir, il revoit les ambitions de la... Alors c'est les ambitions de Vahid et pas ceux de la Fédé à la baisse. Vahid Halilovic. J'ai entendu déjà, ils ont dit on va passer premier tour, tout ça, c'est ça. On est plus faible équipe de notre groupe. Est-ce qu'on est capable de faire exploit? Je ne sais pas. S'il n'y a pas blessé, mais en ce moment, personne n'y joue pas. Est-ce qu'ils seront compétitifs? Vous ne regardez pas ça. Aujourd'hui, c'est un événement quand un joueur génial, il joue un match complet. Mais personne n'y joue pas. S'il joue, c'est peu de temps. Ça veut dire dans quel état ils vont venir jouer dans 6 mois, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a blessure, comme chaque fois il y a une blessure qui change pas mal de choses? Ça c'est aussi une chose que je ne sais pas. Mais j'ai déjà habitué à toutes les difficultés depuis mon arrivée. Il faut continuer de travailler et espérer mieux préparer l'équipe. C'est facile de pleurer, mais je sais que ça ne peut apporter rien. Alors, dépasser cet objectif de deuxième tour, il ne faut pas rêver. Nous sommes l'équipe la plus faible du groupe. On va essayer de faire un exploit. Je répète ces mots. Messieurs, est-ce que finalement, Vahid n'est pas en train de revoir ses fiches après ce tirage au sort à Antalya? Ou alors il enfonce des portes ouvertes parce qu'on sait que les joueurs ne jouent pas dans leur club, on sait qu'il peut y avoir des blessures, tout ça on le savait avant. Ce qu'il nous dit à nous, ou ce qu'il dit au peuple et ce qu'il va dire aux joueurs, c'est deux choses différentes. Même moi je le sais en tant que joueur, Nasser il le sait, il l'a déjà vécu. Je pense qu'à un moment donné, moi je pars surtout de l'idée qu'il a vécu une sale Coupe d'Afrique. Tout le monde annonçait l'Algérie en finale. On va gagner la Coupe d'Afrique. À la fin, on sort avec un point. Ça reste une catastrophe. Donc il n'a pas envie de revivre ce scénario-là. Mais moi, je ne pense pas, comme je l'ai entendu tout à l'heure, Vahid, ça reste quelqu'un qui est très ambitieux. Et on peut lui faire confiance sur une chose, c'est qu'ils vont être bien préparés. Les mecs, ils vont être bien préparés pour cette Coupe du Monde. Après... Il dit, comme tu l'as dit à l'instant, il dit des vérités. Hein. Quand il dit que les joueurs ne jouent pas, comment ils vont arriver dans 7 mois, les blessures, qu'on est peut-être sur le papier, quand on regarde les autres équipes. Ça vous est arrivé, face à l'Égypte, il y avait une flopée de blessés juste avant ce match-là. Bien sûr, on n'a pas été épargné non plus. On avait peut-être toute l'équipe était blessée jusqu'au match. Mais après, faut se débrouiller, faut faire avec. Même jusqu'à la Coupe du Monde. Il y avait des joueurs, dont moi, on avait payé un peu le fait d'avoir fait la CAN avec notre pays. On est revenu en club, on a perdu notre place. Après, il y avait la Coupe du Monde. C'est le risque. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et Vahid, il est bien au courant de tout ça. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il a la communication qu'il faut. On connaît un petit peu Halilovic maintenant. Il essaie aussi d'abord d'enlever la pression déjà sur lui. Et sur les joueurs. Et sur les joueurs. Voilà. Ça, c'est très important. Il le fait. Il sait aussi qu'il y a un point important, que les joueurs, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Comment ils vont arriver au mois de juin
Peut-être qu'il y aura des blessés. Est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale? Je pense que c'est une bonne chose. S'il y a des joueurs qui sont titulaires dans leur club, que ce soit ici ou à l'étranger, qui réintègrent, qu'on aura des joueurs au moins à 100% physiquement. La préparation de l'équipe nationale, c'est très important, mais rien ne remplace la compétition. Ça va être difficile. Non, messieurs, l'affaire Mahdi, ce qui a changé par rapport à la CAN, parce que c'est toujours lié à la CAN, à l'époque, après la CAN, Vaïd avait un avenir avec l'équipe nationale. Sa mission n'était pas finie. C'est-à-dire, après la CAN, il fallait qualifier l'équipe nationale en Coupe du Monde et faire la Coupe du Monde, etc. Mais là, ce n'est pas la même chose. On ne sait pas si Vaïd va continuer avec l'équipe nationale ou pas après la Coupe du Monde. Donc, à la rigueur... À un moment donné, on ne savait même pas s'il allait aller en Coupe du Monde, parce qu'on avait parlé de lui. Apparemment, c'est réglé. On a parlé d'un entraîneur adjoint local. Alors, que veulent dire toutes ces tergiversations? Pour revenir justement aux ambitions, je crois qu'il y a deux visions différentes. Il y a la vision des Algériens. Nous, on sait que c'est notre 4e Coupe du Monde. On a des envies, on a des ambitions, on a quand même envie de faire quelque chose. Oui, mais il y a des nations qui ont joué 10 Coupes du Monde et qui les ont pas gagnées. Mais nous, on se compare au Maroc, par exemple, qui est déjà passé un tour. Nous, on se dit qu'on aimerait bien. Lui, il a notre vision, il a la vision du terrain. Donc je pense que c'est ça la différence entre les deux visions en termes d'ambition. Passer le premier tour, c'est l'objectif de tout le monde. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire en Coupe du Monde? C'est tout le monde qui va jouer pour passer le premier tour. Oui, mais lui, personne ne va dire non, je suis là juste pour participer. Mais lui, peut-être qu'il est réaliste. Peut-être qu'il est réaliste. Il voit par rapport à son équipe. Mais c'est quand même. De toutes les manières, tu es obligé de te mettre à l'objectif. Après, je vous ai dit, le discours qui tient aux joueurs. Voilà, c'est pas le... Il déteste la défaite. Voilà. C'est un autre discours. Donc, à un moment donné, il est obligé aussi d'enlever un peu, avec les attentes qu'on a en Algérie de l'équipe nationale, il est obligé un peu de remettre tout le monde sur terre. C'est son travail aussi. Et comme l'a dit Nasser, il enlève la pression. On peut pas lui en vouloir. Maintenant, c'est des choses, c'est des stratégies. Et... Alors, Antal, est-ce que les joueurs savent ça? Parce que certains disent on ne peut pas comprendre un discours défaitiste devant la presse d'un entraîneur parce qu'il va déstabiliser son équipe, il va la démotiver, démobiliser. Est-ce que les joueurs savent que, en fait, et ça c'est pour nous, messieurs, les journalistes, est-ce qu'on sait qu'il y a un discours qu'on sert à la presse et il y a le vrai discours des vestiaires? Franchement. Déjà, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur qui va avoir un discours défaitiste. Dans le football, la communication, c'est super important. Il y a des stratégies et chaque entraîneur emploie la stratégie qu'il juge nécessaire pour son équipe. Mais je ne connais pas, moi, un entraîneur, même comme Vaïd, maintenant, qui va tenir ce discours devant la télé et après, il va dire aux joueurs, on va aller, on va participer. C'est impossible. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un discours préétabli parce que Majid Boughara, qui est capitaine, lui n'arrête pas de dire on doit passer. J'aurais aimé jouer le Brésil, il a dit. Il voulait même l'Italie, le Brésil, il voulait le groupe le plus relevé. Non, mais surtout, lui, il dit clairement il faut briser cette chaîne on doit passer le tour. C'est notre ambition claire. Voilà. Il y a autre chose aussi, moi, que je voudrais dire, c'est que même sans vouloir, c'est une ambition de vouloir passer le tour. Mais je l'ai dit déjà la dernière fois dans la presse écrite, il faut que ça soit une continuité, il faut que tous les 4 ans, on aille à la Coupe du Monde. Ça, déjà, ça serait vraiment un progrès dans le temps. Ça, c'est une vraie réussite. La régularité au lieu de passer le deuxième tour. Même si on passe le premier tour, là. Gagner des matchs aussi. Voilà. Des victoires. Mais ça... Marquer des buts. Voilà. Allez, messieurs, on va écouter un autre sélectionneur, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, que vous aviez affronté en 2010. L'équipe d'Angleterre n'est pas le sélectionneur, puisque Capello, lui, on va le retrouver dans ce mondial 2014. Cette fois, on va écouter Roy Hodgson, que Karim Bouhlal a également rencontré au départ de Salvador de Bahia. Avant de nous parler du groupe de la mort, eh bien, Karim l'a interrogé sur ce groupe de l'Algérie et les chances de l'Algérie en Coupe du Monde. La réponse de Sir Roy Hodgson. Of course have a chance. Every team taking part in the World Cup has a chance. There's 32 good teams and I'm sure they will believe in their chances. Bien sûr que les Algériens ont une chance. Il y a 32 bonnes sélections dans ce mondial et je suis sûr que les Algériens croient en leur chance comme tous les autres. C'est 3 matchs et tout est possible. Plus réaliste, messieurs.
On ne choisit pas un tirage au sort de Coupe du Monde. Il y a 3 nations, on les joue. Un mondial, ça se joue. Hein, on ne réfléchit pas. On a déjà la chance d'y être. Même si Roy Hodgson, je pense qu'il est encore moins content que Vahid Halilovic parce que dans son tirage, il n'est pas heureux. Et je pense que l'Angleterre, elle se méfie des grosses et des petites équipes puisqu'il a perdu des points avec l'Algérie à Antalya. Oui, c'est vrai, mais l'Angleterre, ça fait longtemps qu'elle ne fait pas un bon tournoi. Donc, je pense qu'ils veulent cette année, et c'est légitime, quand on voit les joueurs qu'ils ont, c'est légitime de vouloir aller le plus loin possible. Mais là, dans ce cas, le sélectionneur parle de l'Algérie, il dit moi, je pense qu'ils ont des chances comme tous les autres équipes de ce groupe. Il faut juste jouer les matchs comme ils viennent et se préparer, être prêt le jour J. C'est normal. L'Algérie, le coach, il va leur dire qu'on a une chance à jouer. Le groupe, il n'est pas tellement relevé par rapport à d'autres nations qui ont beaucoup d'expérience. Le discours avec les journalistes, il change, ça c'est normal. Le coach, il essaie toujours de déverser un peu avec les journalistes, c'est normal. Il ne leur donne pas la vérité des choses. Mais à la préparation, vestiaire, la vie de tous les jours, je peux vous dire que l'ambition est là. Et ces joueurs-là, ils vont jouer leur carte parce que dans ce groupe, moi je dirais qu'on a une chance à jouer. On va continuer à avoir les réactions de beaucoup de sélectionneurs ou d'anciens sélectionneurs et puis on va revenir pour le débat. On va écouter un ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Je pense qu'il avait pris la sélection juste avant votre arrivée en équipe nationale. C'est le Belge, il est flamand, il est flamand hein, parce qu'il a un accent français assez particulier. Mais là, bien, je pense qu'il a compris les questions de Mohamed Boukhemia. Georges Likens à propos du tirage Belgique-Algérie dans ce groupe H. On l'écoute. C'est un petit peu spécial que le tirage sort. Algérie, Belgique, peut-être c'est mieux de faire un match nul et puis gagner les 2 autres matchs contre la Russie et la Corée du Sud. La Belgique, c'est peut-être le meilleur du groupe, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se qualifier, hein, parce qu'ils ont beaucoup de talent, beaucoup de grands joueurs et je crois que l'esprit est là. Maintenant, si l'Algérie joue sur le niveau, ce sera un combat, je crois bien, la Russie, qui est très mobile, une bonne équipe, mais dans un Coupe du Monde, tout peut se passer, surtout avec l'envie de votre joueur et de votre pays, je crois que tout est possible. Dans le premier match, vous devez faire un bon résultat, je crois bien, contre la Belgique. Un match nul, peut-être, c'est un bon résultat, oui. La Russie, c'est surtout une machine très physique dans la reconversion offensive. Quand ils ont l'espace, ils sont très là. Bon, premièrement, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est préparer, faire un bon scouting, une bonne préparation, ça veut dire un match amicaux en fonction de qui est maintenant, de jouer un match intéressant. On peut jouer contre les Hollandais parce que c'est plutôt le style test. Jouer contre le Japon, par exemple, parce que c'est le style de Corée du Sud. Et certainement faire une bonne préparation. Et j'espère pour vous que vous qualifiez en même temps que la Belgique. À ce moment-là, premier Belgique, deuxièmement Algérie, parce que tout le monde croit que ce sera la Belgique aussi. Mais je crois que l'Algérie peut faire une surprise. Voilà, on a l'impression que c'est le choix du cœur hein, pour Georges Likens. Il a envie que la Belgique passe d'abord, hein, vous l'avez vu dans son ordre, Belgique, Algérie. Mais il dit quand même un petit 0-0 au premier match. J'ai pas l'impression qu'un Belge souhaite un match nul à son équipe au premier match du mondial. Ben oui, ou alors il veut la place de Vahid Halilovic. Anton. Je pense qu'il est resté attaché à l'Algérie quand même. Il a une bonne expérience en Algérie. À chaque occasion, il démontre aussi son amour pour l'Algérie. Donc, je crois que c'est sa seule expérience à l'étranger. Il est toujours prêt à revenir. Hein. Ouais. Quand on le voit, on l'entend parler. C'est un entraîneur qui est venu à une période. Il se met même dans la peau du coach. Hein. Il dit maintenant qu'il y a le tirage, on peut penser à des matchs amicaux. Il a parlé du Japon. Il choisit ses matchs amicaux. il va nous choisir le schéma tactique aussi. Il paraît qu'on cherche un adjoint. Mais un adjoint local, il faudra qu'il demande la naturalisation. Quand on voit le Brésil avec 2 grands entraîneurs,
Scolari peut venir et dire non, moi j'ai pas besoin de... C'est une tradition au Brésil. C'est grandiose. Hein. Et ça, c'est une image à donner, à montrer pour les équipes nationales. Mais il dit quelque chose de juste, il dit, dans un mondial, tout peut arriver, il y a l'envie, il y a la préparation. En fait, ce qu'on fait ce soir, c'est juste encore une fois des pronostics de journalistes. Je préfère que nous, on se mouille, pas vous. Mais en 7 mois, tout peut arriver. Tout peut arriver, oui, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein, parce que les vainqueurs de Coupe du Monde, ils ne sont pas très nombreux. C'est toujours les mêmes. Il y en a 8 et les 8 participent à cette Coupe du Monde. Voilà, il y a des exploits. Il y a comme l'Algérie un jour a gagné l'Allemagne ou la Corée qui a joué une fois dans sa vie les demi-finales. Mais ça s'arrête là. Bon. Sinon, tu as le 8e de finale, c'est déjà un grand objectif. Et peut-être qu'il y aura une nation qui va sortir de ce groupe-là et faire une surprise dans cette Coupe du Monde. C'est ça qui fait le charme. Il n'y a pas souvent des grosses surprises dans un mondial, mais ça arrive. Mais tout le monde ne vient pas avec les mêmes ambitions. N'importe qui, le 8e de finale serait une défaite, et pour d'autres, le 8e de finale serait une victoire. Hein. Exactement. Voilà. Donc ça dépend. Alors, on a vu l'analyse d'un ancien sélectionneur algérien, mais belge. Cette fois, on a eu l'analyse, et c'est vous, Nassar Bouich, qui l'aviez contacté. Il était en Chine, en ce moment, il est chez lui, au Maroc. Ouais. Au Maroc. C'est le sorcier blanc, c'est comme ça qu'on l'appelait, notamment entraîneur des Bafana Bafana, du Burkina, et surtout du Japon. Voilà pourquoi l'analyse de Philippe Troussier nous intéressait. C'était le sélectionneur d'une équipe asiatique, dans un mondial, et qu'il avait, c'est ce qu'il vous a dit, un groupe similaire donc en Coupe du Monde. Philippe Troussier, contacté par Nassar Bouich. Alors, déjà, mon premier sentiment, je trouve que ce groupe ressemble exactement au groupe dans lequel je jouais, dans lequel nous avions participé en 2002, puisqu'on peut estimer que l'Algérie remplace la Tunisie, la Corée du Sud remplace le Japon, et nous avions dans notre groupe la Belgique et la Russie. Donc, lorsque j'ai vu le tirage au sort hier soir, tout de suite j'ai eu une grande pensée sur l'événement mondial de 2002, dans lequel bien sûr j'ai participé. Alors, quand on regarde le groupe, on ne peut pas dire qu'il y ait d'obstacles psychologiques. L'Algérie aurait très bien pu tomber dans un groupe avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, le Brésil. Donc là, on trouve que ce groupe ne possède pas d'équipe qui pourrait présenter des obstacles. On s'aperçoit que chaque équipe aura sa chance. Donc je pense que c'est un groupe qui est à la fois très ouvert, mais en même temps, j'ai le sentiment que chaque équipe doit se dire qu'elle est tombée dans un bon groupe. Donc c'est un groupe où il va falloir vraiment batailler et surtout ne pas faire d'erreurs. Ça se jouera, je pense, à quelques points près. Donc c'est un groupe qui n'est quand même pas facile pour l'Algérie, qui est un groupe pas facile pour la Belgique, qui est un groupe pas facile pour la Corée du Sud et également pour la Russie. Je pense que les 4 équipes ont la possibilité, en fonction de leur qualité, de pouvoir se qualifier. Philippe, quelle nation doit craindre l'Algérie? La Belgique. La Belgique, parce que le football algérien est un football quand même qui est très technique, qui est pratiqué par des joueurs qui sont très techniques, avec du jeu court, alors que la Belgique est une équipe qui possède des qualités physiques avec un jeu assez direct, même si c'est vrai, depuis quelques années, la Belgique a beaucoup évolué. Ouais, donc, la Belgique, c'est l'équipe à craindre pour l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, notamment des Bafana Bafana et du Japon, dans un groupe étrangement similaire. On va revenir, mesdames, messieurs et messieurs, sur le plateau, sur notamment cette analyse de Philippe Troussier sur la Belgique. Juste après ça, ne bougez pas, on revient tout de suite.
سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا، فإنك تتعرق وتفقد الماء. أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميز لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا، فإنك تتعرق وتفقد الماء. وها أن أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميز لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. سواء كنت بطل صنفك أو متراهنا جريئا، فإنك تتعرق وتفقد الماء. وها أن أزرو يوفر لك الماء والأملاح المعدنية لإعادة التميز لجسمك بصورة فعالة. أزرو مشروب للجهد. أزرو في ثوب الأبطال. Voilà, avec une courte petite escale, on peut reprendre ce vol Zaïre Rio. On l'a entendu il y a quelques instants avec les mots de Philippe Troussier. C'est la Belgique, le pays qui est le plus à craindre, en tout cas pour un spécialiste escalité comme Philippe Troussier. Mais j'allais vous dire, messieurs, presque, on le savait déjà. Oui, c'est clair. La Belgique, c'est l'équipe qui était tête de série, dont on a hérité. C'est une équipe qui a fait énormément de progrès, qui a su revenir au devant de la scène. C'est une équipe qui s'est expliquée. On connaît surtout l'équipe des années 80. Après, elle a disparu un petit peu. Ils sont remis en question. Ils ont tout revu. Ils ont une DTN qui travaille beaucoup, avec un programme étalé sur des années et qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la génération dorée ou d'or, qui a eu un parcours extraordinaire dans les éliminatoires. Ils ont joué 10 matchs, gagné 8 et fait 2 matchs nuls. Depuis la venue de Marc Wilmots l'été dernier, je crois. Il a succédé d'ailleurs à l'I15 dont il était l'adjoint. Ils ont joué quelque chose comme 19 matchs avec 11 victoires. Il a donné une nouvelle force, une nouvelle orientation de jeu. Les Belges étaient connus surtout pour leur rigueur tactique et leur rigueur défensive. Aujourd'hui, la Belgique joue quand même plus offensivement. Et puis, c'est un leader, c'est quelqu'un qui a su communiquer aux joueurs sa hargne et c'est un ancien grand joueur aussi, un international, qui a joué la Coupe du Monde 94, 98 aussi. Donc, il a pu faire un amalgame entre de joueurs d'expérience. Bon, tout le monde connaît Hazard, mais ce n'est pas un hasard si la Belgique est arrivée à ce niveau, parce que... Elle a déjà été faite, ou alors je l'ai lu dans votre journal. Je ne suis pas sûr. Non, c'est vrai ce qu'il dit aussi. Parce que... On rajoute les individualités qu'il y a dans cette équipe. Hein, c'est très important. Il faut rajouter... En tout cas, vous parlez d'une équipe formidable que va nous présenter Amin Thierman. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables,
n'aviez pas fait la fête comme ça pour l'équipe nationale. 12 ans Nous étions formidables. C'est l'histoire d'une équipe de Belgique formidable qui renaît de ses cendres après tant d'années de disette. Car jamais le pays n'a connu un tel engouement. La Belgique, c'est tout simplement une des meilleures équipes au monde actuellement. Les Diables Rouges l'ont prouvé par leur parcours exceptionnel lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Car c'est depuis que les Rouges et Noirs sont devenus les héros d'un pays. Mais pas que, puisque plusieurs joueurs sont déjà des stars dans des grands clubs. En Angleterre, en Italie, en France et en Espagne, comme Hazard, Kompany, Lukaku, Fellaini, Van Buten ou encore Wissel. 12 ans que toute une nation attendait cela. Depuis 2002, la Belgique n'a plus participé à une Coupe du Monde. Le 17 octobre 2013, les Diables Rouges se déplaçaient en Croatie. Un nul suffirait pour arracher le ticket du Brésil. Mais ce soir-là, Lukaku enflamme tout un pays et envoie la Belgique au Brésil avant même la fin des éliminatoires. Son équipe est la première nation qualifiée au mondial avec 0 défaite, un parcours atypique qui délivre tout un pays et désormais le monde entier fait l'éloge de cette jeune équipe belge. Un parcours atypique parcouru surtout en 2 ans seulement, grâce notamment à cet entraîneur Marc Wilmots, capitaine des Diables Rouges lors du dernier mondial de la Belgique en 2002. Aujourd'hui, c'est un entraîneur sûr de lui avec un grand caractère qui mène cette jeune équipe. Désormais un entraîneur sûr de ses idées. C'est les paroles que je leur ai dit, vous êtes individuellement peut-être plus fort que nous qu'en 2002. Où on avait le meilleur classement FIFA, on était 16e. Si par contre collectivement vous n'arrivez pas à 30% de nous, voilà votre problème. De la 60 à la 6e place au classement FIFA en 2 ans, une progression fulgurante qui fait de la Belgique une des 5 meilleures d'Europe selon la presse européenne. Et quand on est parmi les meilleurs d'Europe, on est forcément parmi les meilleurs au monde. La Belgique séduit et joue même mieux que les grandes nations de football comme l'Italie, la France ou l'Angleterre. Les Belges font même partie des favoris du mondial brésilien. Ce sont les spécialistes qui le disent. Les Verts vivront-ils l'enfer des Diables Rouges? Réponse le 17 juin 2014. La réponse à la question que vient de poser Amine Thierman, les Diables Rouges feront-ils vivre l'enfer au vert? Même si ça rime, messieurs, excusez-moi. Il est tard. Alors, c'est vraiment la plus grosse équipe de ce groupe. Comme on l'a dit, sur le papier, c'est vrai qu'il y a de très très bons joueurs. Maintenant, on a une Pas équipe... que sur le papier, ils ont un parcours quand même exceptionnel. 10 matchs sans défaite, c'était un rouleau compresseur. C'est là qu'il ne faut pas sous-estimer non plus notre équipe parce qu'on sait que notre équipe sait être présente dans les grands matchs. Et la Belgique, elle va se méfier, ça j'en suis sûr aussi. Ils vont regarder les matchs que la sélection a fait les dernières années contre les gros adversaires. On a toujours été présents. Donc je pense qu'eux aussi vont nous prendre au sérieux et que ce match-là, pour rentrer dans le tournoi, il va être très très important pour nous. Alors quand on l'a écouté tout à l'heure, Vahid, qui revoyait, comme je vous ai dit, ses ambitions à la baisse et qui se faisait tout petit, est-ce qu'il espère justement essayer de se faire sous-estimer par ses adversaires et se dire, voilà, l'Algérie, c'est les 3 premiers points dans notre groupe H. Est-ce qu'on peut peut-être espérer surprendre, comme on a surpris la RFA en 82, par exemple, et essayer justement de commencer très fort? Vous allez surprendre qui? Vous allez surprendre personne. C'est des nations avec des entraîneurs, d'un staff, des joueurs professionnels. Ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas naïfs. Non, je pense que la vérité elle sera sur le terrain. La préparation de notre équipe, connaissant la Belgique, il ne faut pas se focaliser juste la Belgique parce qu'il y a la Russie et la Corée là, aussi. On parle de la Belgique, on va parler de la Belgique, il faut bien se préparer. C'est à nous de se préparer, ce n'est pas à l'adversaire. On connaît que la Belgique, c'est une équipe qui est en ce moment avec des individualités, d'expérience, des victoires, une confiance énorme. C'est à nous de se préparer, d'être face à cette équipe. C'est très important aussi parce que c'est le premier match. Voilà. Alors que si on passe à côté le premier match, ça va être difficile. Il ne faut pas passer à côté le premier match pour avoir une confiance et rentrer bien dans cette Coupe du Monde. Mais résultat avec cette équipe, quand je dis le meilleur résultat, on ne l'a pas réussi contre une équipe européenne moyenne. C'était la Slovénie, qui était à notre portée, quand on ne va pas refaire l'histoire à Antalya. Mais le score idéal, le score rêvé serait une victoire, bien évidemment. Mais un score idéal pour commencer le tournoi, ce serait au moins de prendre un point à la Belgique. Bien sûr que le premier match, il est pratiquement décisif pour la suite.
pour pouvoir rêver du deuxième tour, il faut faire un bon résultat le premier match. Nous, malheureusement, on ne l'a pas fait en 2010. Et aussi l'inexpérience d'une Coupe du Monde. Je pense que les équipes qui ont l'habitude de faire des Coupes du Monde, elles savent que le premier match, il est décisif. Nous, on en a fait peut-être une montagne de la Slovénie, alors que c'était un adversaire à notre portée. Mais comme je vous dis, c'est pour ça, les expériences de la Coupe du Monde 2010, elles vont nous servir pour faire une meilleure Coupe du Monde. Tu doutes après, quand tu perds le premier match. Bien sûr, ben, surtout que moi, on me l'avait dit avant, même des joueurs qui ont joué une Coupe du Monde, que le premier match, il faut le gagner. Il faut le gagner le premier match pour pouvoir rêver, il faut le gagner. Parce qu'en fait, on fait des calculs pendant 7 mois pour débuter une Coupe du Monde. Et après le premier match, après le résultat positif ou négatif du premier match, eh bien, tous les calculs sont à refaire si jamais les pronostics ne sont pas bons. Je pense que ça dépend de l'ambition. Par exemple, quand on est arrivé en 2010, je ne sais pas quelle était votre ambition contre la Slovénie. Comment vous avez préparé ça? Moi, je réponds tout de suite, c'était gagner. Non, on voulait gagner contre la Slovénie. Maintenant, je pense que même dans la préparation du match, on les a trop surestimés. Alors que voilà, c'est... Je pense cette année, par contre, je pense qu'on ne va pas viser forcément une victoire dès le premier match. On va plutôt tabler sur un match nul, s'il y a un tableau de marche. Franchement, connaissant... Alors, nous aussi, messieurs, on va continuer notre tableau de marche. Ce match, ce sera le 17 juin à 17h, si je ne me trompe pas, et ça se jouera dans la ville de Belo Horizonte, une ville que nous présente Amin Thierman. C'est à Belo Horizonte que l'équipe nationale jouera son premier match de la Coupe du Monde le 17 juin 2014 à 17h face à la Belgique. Située dans la région montagneuse du sud-est du Brésil, dans l'état du Minas Gerais, Belo Horizonte est une ville peu connue par les touristes se rendant en Amérique du Sud, mais elle est tout de même la 3e ville du pays. Ville moderne et accueillante, Belo Horizonte est le point de départ idéal pour les Verts. Le climat de Belo Horizonte est classé comme climat tropical de savane, avec une altitude moyenne de 852 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville compte avec une moyenne allant de 14 à 20 degrés durant le mois de juin et juillet. Concernant le stade qui va abriter la rencontre entre l'Algérie et la Belgique, l'enceinte fief de l'Atlético Mineiro peut accueillir jusqu'à 58 000 supporters. Le stade a vécu une belle remise à neuf en vue de recevoir 6 rencontres de ce mondial, dont Algérie-Belgique, mais aussi la demi-finale du tournoi. Estadio Governador ou le Mineirão est un des bijoux de la Seleção. Une ambiance électrique règne quand le Brésil y joue. C'est d'ailleurs une des raisons qui incite la Seleção à y recevoir ses matchs les plus importants, comme ce fut le cas notamment face à l'Argentine en 2004 et en 2008. Une ambiance que les Algériens connaissent parfaitement. Ils ne seront pas dépaysés le 17 juin 2014 face à la Belgique. Voilà donc pour cette ville, cette belle ville de Belo Horizonte où se jouera donc ce premier match, messieurs, face à la Belgique. Ensuite, eh bien, l'Algérie, quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 22, va affronter un tout autre football, un football asiatique, une équipe qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Excusez du peu, c'était en 2002, chez elle. 4e même de ce mondial. Cette équipe de Corée du Sud que nous présente Hawali Bessoul. Pour son deuxième match de poule du groupe H dans ce mondial brésilien, l'équipe nationale affrontera la Corée du Sud le samedi 22 juin 2014 à Porto Alegre à 17h, heure locale. La ville de l'ancien star brésilienne Ronaldinho va accueillir cette confrontation dans le stade de José Pinheiro Borda. L'équipe algérienne a joué contre cette équipe asiatique en 1985 au stade de la Neza, Mexique, où les Verts se sont inclinés 2-0 lors d'un tournoi amical, mais jamais lors d'une phase finale de Coupe du Monde. Pour ce premier match officiel, l'Algérie aura en face d'elle une équipe qui a gagné 2 trophées de Coupe d'Asie, 1956 et 1960, et 3 fois finaliste, 1972, 1980 et 1988. La Corée du Sud était présente au mondial 9 fois. Si la première participation des Tigres de l'Asie remonte à 1954 en Suisse, ils n'ont raté aucune depuis 1986 au Mexique. Soit 8 qualifications consécutives et les Coréens ont occupé la 4e place au mondial organisé en 2002, conjointement
au Japon et en Corée du Sud. Cependant, cette fois-ci, les Coréens ont validé leur ticket pour le Brésil en finissant deuxième du groupe A de la zone Asie où se trouvaient le Liban, l'Ouzbékistan, le Qatar et l'Iran. La Corée du Sud est une sélection expérimentée et régulière dans ce genre de compétition, dont l'ossature est composée majoritairement des deux clubs phares, Seonyeam Shunma et le FC Séoul. Les poulains du nouveau sélectionneur, Hong Myung-bo, qui a pris les rênes de la sélection en juin dernier, peuvent causer pas mal de problèmes à la défense des Fennecs avec leur jeu rapide et direct. Il faudrait aussi surveiller leurs deux attaquants vedettes, Park Seon-young, ex-joueur d'Arsenal, prêté cette saison au Celta Vigo en Espagne, et Lee Chong-young, pensionnaire du FC Bolton Wanderers de première ligue anglaise. Au pays du matin calme, le réveil du lendemain du match risque d'être douloureux pour une des deux équipes guerrières. Ce match sera capital pour arracher un ticket synonyme d'une place au huitième de finale. D'un côté, les guerriers Taejeok et de l'autre, les guerriers du désert. Qui sortira vainqueur de ce combat? Réponse le 22 juin prochain. Neuf participations en phase finale de Coupe du Monde et une place de demi-finaliste, c'était en 2002. Après la Belgique, l'Algérie va donc hériter d'un football atypique, celui asiatique de la Corée du Sud. À Antar, ça va aller très très vite dans ce deuxième match. C'est clair, surtout comme on a dit, avec un football qu'on ne connaît pas beaucoup et des joueurs vraiment très rapides, dans un cadre vraiment discipliné. Et des joueurs, surtout un joueur que je connais en particulier qui évolue en Bundesliga, qui joue derrière l'attaquant. Vraiment un mec qui va très très vite, qui a marqué beaucoup de buts à Hambourg, qui maintenant marque aussi avec le Bayer Leverkusen. Ouais. Donc c'est une équipe aussi qui a beaucoup de talent. Qui donne beaucoup de solutions aux porteurs du ballon, parce que c'est des joueurs vifs, petits gabarits, mais très vifs vers l'avant, sur des contres, sur des doublements, donner une solution aux porteurs pour trouver justement cette faille qui est la défense. Et ça devient un peu difficile pour les autres nations. Ces deux adversaires qui sont tactiquement et footballistiquement très différents. Alors, est-ce qu'on peut penser que Vahid peut aligner deux équipes complètement différentes entre le premier et le deuxième match, même si on est encore loin de ces deux confrontations? Je pense que, même pour un entraîneur, le fait de mettre un 11 le premier match et un 11 le deuxième match, je ne pense pas que ça soit dans la continuité. Et déjà de trouver un 11 type et après d'avoir une cohésion, et même avec des mecs qui rentrent en cours de match, qui apportent un plus. Mais je pense surtout dans la préparation, ça va être dans les matchs amicaux aussi, par rapport à des adversaires intéressants qui peuvent nous aider. Qui ont le même profil. Voilà, qui ont le même profil. Après, sans non plus en faire une montagne de cet adversaire, qui est des joueurs très intéressants, mais je pense qu'on a une très belle carte à jouer. Vous en faites pas une montagne, l'affaire Habib de la Corée? Pas du tout, non. En fait, vous avez posé une bonne question. C'est-à-dire, là, ça revient à la philosophie de l'entraîneur. Est-ce que tout changer par rapport à l'adversaire ou garder le 11 type? Une équipe type qu'il n'a pas encore trouvée, entre parenthèses. Voilà. En fait, finalement, il va jouer, je pense, avec la même équipe. Mais il va changer les placements, les intentions, etc. contre une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est un football qui nous est inconnu. On n'a pas l'habitude de jouer contre ces équipes. Donc, c'est une équipe qui vient d'Asie. Bon, là, on est tous unanimes à dire que les Coréens sont très rapides, mais aussi il faut remettre cette rapidité dans le contexte. C'est-à-dire on a l'habitude de voir la Corée jouer contre des équipes quand même d'un niveau plus faible que celles qu'ils vont rencontrer lors de cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui joue en Asie. Donc en Asie, le niveau du tournoi qualificatif asiatique, pour vous, est plus faible que le tournoi africain? Beaucoup. Bien sûr qu'il est très faible. D'ailleurs, on n'a pas le même nombre de qualifiés pour la Coupe du Monde. Et puis, on a rajouté l'Océanie. Et puis, je crois que la FIFA va encore... Je pense qu'ils sont moins en contact du football européen, Exactement. Contrairement aux Africains, voilà. Qui sont très proches de l'Europe. Qui ont l'habitude d'exporter ils jouent beaucoup de entre eux joueurs. et c'est la première fois qu'ils sont confrontés au réel football mondial. Donc cette rapidité, elle sera nuancée lors de la Coupe du Monde. Ils ne vont pas jouer de la même manière. Même aussi, bon, ils savent, ils vont s'adapter, c'est clair. Bon, il y a eu l'exploit de 2002
Ils ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Bon, c'est un résultat obtenu dans un contexte particulier. Il ne faut pas trop juger la Corée du Sud sur ce résultat. Il faut la juger sur ces dernières années. La Corée du Sud, bon, certes, elle a participé à beaucoup de Coupes du Monde, mais avec des résultats plutôt mitigés. Donc, je ne dirais pas que c'est le match le plus facile de la poule. Je ne sais pas encore, parce qu'on ne sait pas comment on va arriver à cette Coupe du Monde, comment on va jouer le premier match, etc. Donc, je dirais que c'est peut-être là. Et pour jouer ce deuxième match, il faudra se déplacer de 1350 km entre justement la première ville qui était Belo Horizonte et Porto Alegre où se déroulera ce match le 22, donc le 22 juin prochain. Portrait et carte postale de cette ville signée Hawalib Sol. Porto Alegre est la capitale de l'État de Rio Grande do Sul, au Brésil. Située entre le Rio Caiba et ses nombreuses îles, et plusieurs morros, collines couvertes de végétation. Elle est composée de 84 quartiers et elle se trouve à 1605 km au sud-est du Brésil. C'est la 10e ville en importance de population, 1 420 667 000 habitants au dernier recensement. Sur une superficie qui s'étend sur 497 km² et elle dispose d'un climat subtropical humide avec des températures qui varieront entre 0 et 22 degrés en hiver durant la Coupe du Monde 2014. Ville côtière offrant une vue splendide sur l'océan Atlantique, mais aussi sportive avec ses deux grands clubs de football. Le Grêmio Football Porto Alegre et le Sport Club International, un club omnisport. Une rivalité qui existe depuis plus d'un siècle dans la Serie A brésilienne, avec 387 derbys depuis 1909, qui a comme nom le Grenal. Si le Grêmio a été créé le 15 septembre 1903 par des immigrants italiens et allemands avec le surnom de tricolore, bleu, noir et blanc, l'International, par contre, fut fondé le 4 avril 1909 et ainsi connu sous le nom de O Clube do Povo, le club du peuple. Ses couleurs, le rouge et le blanc, sont à l'origine du surnom Colorados donné à ses membres. Les deux grands rivaux au palmarès étoffé ont été un véritable réservoir de la Seleção en formant de nombreux joueurs prestigieux tels que Falcao, Valdomiro, D'Alessandro, Tafarel, Dunga, Alexandre Pato ou encore Lucio côté international et Anderson, Emerson et Ronaldo Diassi di Ronaldinho côté Grêmio. Le club Ossomi Socios est propriétaire et résident du stade José Pinheiro Borda, dont la capacité est de 56 000 places. C'est sur cette pelouse naturelle que les camarades du capitaine Magic Bouguera croiseront le fer avec la Corée du Sud le 22 juin prochain dans une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. Voilà donc, après la Corée et cette belle ville que vient de nous présenter Hawalib Sol, Porto Alegre, je vous le disais, à 1350 km de Belo Horizonte, qui est une plus grande ville, la 3e ville du pays, je crois. Eh bien, cette équipe, cette sélection va encore faire un périple, comme vous en avez fait en Afrique du Sud, avec peut-être de plus longues distances. Et elle va donc hériter, et nous avons hérité de la sélection russe. Alors j'ai écouté tout à l'heure autour de cette table que la vraie équipe qui devrait nous faire peur, c'est peut-être cette sélection de Russie. Beaucoup de rigueur également, et également une grande histoire en Coupe du Monde. Ouais, moi je pense que, je disais pas forcément l'équipe, j'ai dit que c'est peut-être l'équipe dont on se méfie le moins que la Belgique, parce que c'est une équipe qui prépare sa Coupe du Monde en 2018. Donc elle va arriver avec des intentions. Et puis ce sont des joueurs qui jouent tous à domicile, hein, au Zénith, au Dynamo, au Spartak, donc ils peuvent mieux travailler que. Il y a une cohésion aussi. Voilà, une cohésion. Et je pense que c'est une équipe sérieuse. Hein. Le championnat russe est quand même bien monté en gamme ces derniers temps. Et avec Fabio Capello à la manœuvre, qui connaît aussi notre équipe, je pense qu'il faut quand même se méfier un peu plus. Merci de me tendre la perche. Je vais me retourner vers Antar. Fabio Capello, avec cette sélection anglaise qui avait une énorme pression, des ambitions avec cette sélection, il devait passer plusieurs tours et aller le plus loin possible, se fait accrocher par la petite Algérie en 2010. Et le voilà qu'il retrouve la sélection algérienne sur sa route. Est-ce que Fabio Capello ne voudra pas cette fois-ci, en tout cas, damer le pion ou ne pas se faire piéger par la sélection algérienne?
Je pense qu'il aura la motivation de vouloir remporter ce match déjà. Maintenant, l'équipe qui a joué la Coupe du Monde 2010, c'est pas la même. C'est pas le même système de jeu. Donc pour lui, c'est toute une autre préparation. Maintenant, ça reste un match pour la Russie qui a des intentions aussi de vouloir aller au deuxième tour. Il va vouloir gagner le match. Maintenant, comme je vous ai dit, nous, notre système de jeu, c'est pas le même. Les joueurs, c'est pas les mêmes. Donc ça va être une toute autre vérité. Il a une expérience aussi d'avoir joué l'Algérie pour la donner à son équipe. C'est ça, Capello. Il va essayer de s'imposer d'entrée. Il va essayer de ne pas commettre les mêmes peut-être erreurs qu'il a fait dans la dernière confrontation. Et c'est ça, c'est un grand entraîneur aussi. Hein. En fait, ce qui change un petit peu par rapport Capello n'est pas complètement la Russie. La Russie, c'est comme une grande école de foot. Oui, bien sûr. C'est une grande nation de football. Ce qui change par rapport à 2010, en parlant de Capello, c'est que là, il vient avec moins de pression. En 2010, il était quand même avec une équipe d'Angleterre qui était donnée comme l'un des favoris de la Coupe du Monde. Il y avait beaucoup on la voulait favori. Voilà. Bon, il y avait une énorme pression, surtout connaissant la presse anglaise, etc. Là, il a moins de pression. On ne parle pas de Capello. Personne ne parle ou peu de Capello. C'est l'entraîneur de la Russie. Bon, Capello reste Capello, bien sûr. Mais il a moins de pression, donc il travaille tranquillement. En profondeur, on va dire. Voilà. En plus, pas avec les mêmes objectifs. En 2010, on lui avait fixé les demi-finales comme objectif. Très dangereux. Ouais. Voilà, là, justement, là, il est plus à l'aise, plus tranquille. Il connaît l'Algérie. On n'a pas battu, on a fait match nul. C'était le jour de son anniversaire, mais c'était un simple match nul. Un sacré cadeau. Voilà, c'était un grand résultat pour nous. Alors, un petit mot et la présentation de la Russie par Mohamed Aberkal Mehdi. L'équipe russe, si elle ne passe pas le premier tour cette année, ce ne sera pas si grave que ça. Pas de scandale. Pas de scandale, parce qu'on sait qu'elle se prépare il y aura toujours cette excuse qu'on sera prêt pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà. Alors, la sélection de Russie présentée par Mohamed Aberkal. Forte de son expérience des tournois internationaux, avec 10 Coupes du Monde, dont 7 en tant qu'ancien bloc de l'URSS, et des présences quasi systématiques lors des championnats d'Europe. Avec une victoire en 1960, la Russie possède en ses rangs un groupe homogène et solide, avec de nombreux automatismes. La majorité de ces joueurs évoluent en effet dans le championnat national et se connaissent donc sur le bout des doigts. Bref, une formation athlétique et physique que ses adversaires devront prendre très au sérieux. Versés dans un groupe facile, lors des éliminatoires, les Russes savaient pertinemment dès le départ qu'ils allaient batailler avec le Portugal pour la première place. Au décompte final, la Russie l'emporte avec une petite unité d'avance sur le Portugal, 22 points contre 21. Cette réussite, les joueurs de Capello la doivent à leur régularité, malgré 2 petits faux pas en cours de route. Une défaite surprenante en Irlande du Nord et un revers contre le Portugal lors du choc retour. Kerzakov et les siens ont carburé en filant 20 buts en 10 matchs et en encaissant que 5. Fabio Capello, depuis son arrivée en 2012, a apporté à la sélection russe son expérience et sa rigueur à l'italienne. Certaines têtes sont tombées ou ne jouent plus, à l'image de l'illustre Arshavin. Mais le coach a à sa disposition un noyau dont le principal atout est ses automatismes. Quasi tous les joueurs proviennent de 3 clubs phares du pays, le Zénith, le CSKA, le Dynamo Moscou. Et franchement, quand on regarde évoluer les Russes, ça se voit. La Russie n'offre pas le football le plus éblouissant du monde, loin de là. Mais justement, elle a prouvé lors de ses qualifications quel type de jeu elle pouvait produire et quels adversaires pouvaient très bien lui convenir. La bataille se jouera à coup sûr dans le milieu de terrain, car avec des Denisov, Chirokov et Faizoulin, les Russes sont armés. Et il faudra également bien tenir le redoutable Kerzakov, auteur de 5 des 20 buts lors de la phase qualificative. Difficile de sortir une individualité du collectif russe. Le groupe est soudé, mais ne dispose pas d'autant de talent que chez les Diables Rouges. Cependant, chaque joueur tient sa place et se bat pour le partenaire. Cette combativité est sans nul doute la marque de fabrique du football en Russie.
Si l'on doit choisir un homme à marquer, ça sera incontestablement Roman Chirokov, le médian du Zénith. Un récupérateur, mais pas que. Il est également très doué en tant qu'infiltreur et constitue un réel danger pour les défenses adverses. Les Algériens sont avertis d'avance. Voilà, Mohamed Aberkan a choisi le cœur de l'armée rouge pour nous présenter cette équipe de Russie et non pas la grande équipe de l'URSS de l'époque. Je crois qu'ils avaient joué en 82, notamment avec une énorme équipe à cette époque-là. Ça reste avec le fameux match Belgique-URSS. Le fameux match, voilà. Vous parliez des coulisses du mondial, on voit là. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'arbitres suédois, Eriksson. Le grand Blochin, moi je m'en souviens, qui était un des attaquants les plus racés. On va pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, ça reste un groupe très très sérieux. Et souvent, les spécialistes disent qu'il faut aussi sortir la calculette dans ce genre de tournoi. Alors, est-ce que Antar, c'est comme ça qu'on fait quand on a 3 équipes? On fait nos calculs, j'essaie de prendre un point ici, de gagner ce match-là. Est-ce qu'on calcule comme ça ou on prend les matchs comme ils viennent? Non, j'ai jamais vu, moi, même en championnat, où on se dit on prend un point là, on prend 3 points là. On prend match par match. Et surtout là, comme on le répète, c'est un tournoi. Je pense que dans la tête des joueurs et la tête du sélectionneur, ils savent que le premier match, il a vraiment une grande importance. Il faut gagner le premier match et après... ou faire un bon résultat le premier match, après on peut espérer. Alors la question que je vous pose, Nasser, est-ce que, dans l'ordre, est-ce qu'on a été chanceux de tirer la Belgique en premier? Quand on voit les autres groupes, on est tombé sur un bon groupe. Il ne faut pas se le cacher. Maintenant, il faut prendre, comme il dit Antar, match par match, prendre chaque match très sérieux, parce que si on perd, on fait... un mauvais résultat, ça va être très difficile psychologiquement de se remobiliser les joueurs parce qu'on va douter dans le deuxième match et c'est là on va faire encore une connerie et ça c'est pas... Il faut bien se préparer mentalement et physiquement. Alors, le premier quiz de l'émission, est-ce que vous savez où est-ce que l'Algérie va jouer son 3e match contre la Russie? C'est à Kouritiba. Ah, je savais que Mehdi, il a ses fiches, il est venu avec ses fiches. Kouritiba, alors, on fait un peu moins de kilomètres. Cette fois-ci, je crois que c'est 540 kilomètres. 700 par la route, si on prend par la route, mais voilà, c'est pas très loin. C'est entre Sao Paulo et Porto Alegre. Vous prendrez la route, l'équipe prendra l'avion très certainement. Et nous, on vous fait voyager, mesdames, messieurs, après Porto Alegre, direction Kouritiba, cette ville présentée par Mohamed Aberkan. Kurtiba est la ville qui abritera le match Algérie-Russie lors de la 3e journée du groupe A du premier tour. Kurtiba est aussi le camp de base des champions du monde, la sélection d'Espagne. Elle est située à 934 mètres d'altitude sur le piémont de la Serra d'Omar, à une centaine de kilomètres du port de Paranaga. Le climat de Kurtiba est de type subtropicale, à tendance continentale, très influencée par l'altitude et la proximité de la mer. La ville est la capitale la plus froide du Brésil. Le climat de Kurtiba est classé humide, sans saison sèche, avec des gelées fréquentes et occasionnellement de la neige. Juillet étant le mois le plus froid et février le plus chaud. Kurtiba est appelée aussi la ville de verre à cause d'une architecture où les matériaux modernes prédominent. L'économie de la ville a muté pendant ces 30 ans. 5 groupes automobiles produisent ainsi 140 000 véhicules par an. Le stade Joaquim Américo Guimaraes, populairement connu sous le nom de Arena da Baixada, est un stade à Kurtiba. Et c'est d'ailleurs ce stade qui abritera le match Algérie-Russie lors de la 3e journée du groupe H du premier tour. Le stade appartient au club de l'Atlético Paranense qui joue ses matchs à domicile. Ce stade fut le premier du Brésil à adopter la pratique du naming et s'appelait alors Coicera Arena, d'une capacité de 41 375 places. Sa construction a coûté la bagatelle de 220 millions de reais. Kurtiba est une ville de football, mais aussi une ville touristique par excellence. Les visiteurs auront certainement plein les yeux.
Voilà, après ce petit voyage, on va réatterrir à Dzayel. Alors, on va revoir notre réalisateur Yassine Yassine nous montre justement cette carte. D'abord, le camp de base, ce sera Sao Paulo, où l'équipe va être. Ensuite, direction Belo Horizonte, et puis Porto Alegre, soit 1351 km, je vous le disais. Et puis, direction Curitiba, 537 km. Voilà pour les supporters également, hein, qui feront le voyage. Pour ceux qui auront la chance d'avoir leur billet de stade, c'est le périple qu'ils devront faire pour aller de chaque stade. Alors, c'est pas du tout le 20 août, Bolloré, le stade de Harrach. Il faudra également goupiller tout ça. Mais en tout cas, il y a... les autorités pensent justement à ce voyage des supporters. Il y aura un certain nombre, ça fait rêver beaucoup de gens, ça va coûter beaucoup d'argent. Donc les gens vont déjà commencer à économiser parce que les 7 mois ne vont pas être bénéfiques que pour valider les joueurs, mais également pour les supporters. Alors, quelques chiffres également que m'ont communiqué Hawali Boussol notamment. Porto Alegre, alors... 3 mètres seulement au niveau de la mort, c'est pas très haut, c'est un climat subtropical et il fera en gros 22 degrés au moment de la Coupe du Monde. À Curitiba, c'est 935 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est aussi un climat subtropical et il fera entre 8 et 18 degrés. C'est bon pour jouer au foot, ces températures-là. C'est clair, c'est l'idéal. Pas trop chaud, pas trop froid. Ouais. Voilà, si les températures sont clémentes, rien ne peut nous arriver. Avant de terminer cette première émission et ce premier vol Dzayel-Rio, messieurs, je ne vais pas vous demander si vous êtes contents sur le tirage, ça c'était pour le début de l'émission, mais à la fin je vous dis, voilà, le tirage il est là. C'est la Coupe du Monde qu'on jouera en 2014 au Brésil. Finalement, une Coupe du Monde au Brésil, ça ne se refuse pas. Votre ancien coéquipier Majid Bouguera voulait jouer contre le Brésil, mais il va jouer au moins au Brésil. C'est la Mecque du football. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'un joueur de football puisse rêver. Je pense déjà le fait de jouer une Coupe du Monde, déjà c'est extraordinaire. Les grands joueurs ne l'ont pas joué. Exactement. Bon, je le disais la dernière fois, quand c'était sur le continent africain aussi, c'était unique. Donc tous les Africains voulaient la jouer. Maintenant, aller au pays du football aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais juste le fait d'être à la Coupe du Monde, c'est un moment fabuleux pour un joueur de foot. Déjà un rêve de jouer en Coupe du Monde. Et surtout pour les joueurs, ils vont se transcender parce que c'est une... Il n'a pas encore son équipe, vous pouvez encore être sélectionné, hein, c'est possible. Bien sûr. Il n'y a pas d'attaquant. Non, vous avez réussi déjà plusieurs jongles avec le brazuca que notre caméraman Youssef va montrer aux téléspectateurs. C'est aussi une exclue de Dzayel, si vous jonglez. Et puis on a pris une belle photo ensemble aussi. Et puis si vous arrivez à marquer, pourquoi pas hein. Moi, je dirais que voilà, c'est un rêve, même pour les joueurs, pour retrouver un club, pour se montrer en Coupe du Monde. Et il y a tous les recruteurs du monde qui seront présents. Et ça, c'est très, très bénéfique pour le joueur. Alors, je pense que c'est une motivation en plus pour faire une belle Coupe du Monde. Je pense que, comme disait Antal, beaucoup de joueurs ne le feront pas. Il y a Zlatan Ibrahimovic qui ne sera pas. Il y a pas mal de gens se moquent du fait qu'il y aura Walid, il n'y aura pas Ibrahimovic. Notamment Abdallah Ben Adouda. Exactement, Abdallah Ben Adouda. Et par contre, c'est vrai que c'est le Brésil, voilà, c'est la Mecque du football. Tout le monde a envie d'aller jouer au Brésil. Tout le monde rêve du Brésil. Bon, peut-être pour les supporters, ça ne sera pas Rio, donc ce sera aussi l'hiver. Donc il faudrait peut-être un peu moins rêver. Mais bon, ça reste un rêve, c'est sûr. Voilà, à l'affaire, n'oubliez pas votre doudoune. Oui. On a été absent pendant longtemps en Coupe du Monde, c'est-à-dire l'Algérie ne s'est pas qualifiée depuis 1986. Mais finalement, on a arraché les 2 Coupes du Monde les plus prestigieuses. La première, comme l'a dit Antal, qui s'est jouée au pays de Mandela, qu'on vient de perdre, hélas. Et la deuxième, au pays du foot, le Brésil. C'est quelque chose d'extraordinaire pour les joueurs algériens. J'espère qu'ils vont s'amuser. Parce que le foot, c'est quand même un spectacle. C'est le mot, parce que voilà, c'est un jeu, il faut se faire plaisir. Voilà, il faut se faire plaisir, parce que techniquement, ils ont quand même des qualités. Tactiquement, physiquement, ils ont tout le temps de se préparer. J'espère surtout qu'ils vont s'amuser. Surtout, on souhaite au groupe qui a fait les éliminatoires, qu'ils soient en forme, qu'ils soient compétitifs,
qu'ils soient épargnés par les blessures et que ce groupe-là puisse aller ensemble à la Coupe du Monde et vraiment vivre la continuité de leurs éliminatoires. Vivre des moments extraordinaires leur rêve ensemble. Complètement. Voilà. Moi, je dirais juste que Khaled, c'est un très bon défenseur et mérite d'aller en Coupe du Monde. Voilà. Non, mais il ne faut pas trop écouter. Moi, je réponds. Alors, vous avez parlé de la belle Coupe du Monde en Afrique du Sud, le pays du regretté Mandela, la Coupe du Monde que l'on va vivre au Brésil. Mais il y avait la Coupe du Monde qui a marqué tous les Algériens. La première, c'était en Espagne, où il y avait un joueur qui sortait du lot, qui, pour moi, est peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale. Il parle peu, très rarement. Houari Bessol l'a rencontré cet après-midi et il a donné son avis sur ce tirage au sort. Ce joueur, il est gaucher, il a une cheville exceptionnelle. Je ne sais pas si vous devinez déjà de qui je parle. Il est rouquin. Il a donné le tournis à beaucoup de défenseurs. Il s'appelle Salah Assad. Jouer contre, par exemple, les Russes, ils ont un football technique où il y a en même temps la force. Donc, ça ne va pas être facile. Les Belges, c'est un autre football aussi. Il y a de la technique. Mais c'est des footballeurs qui vont à fond. Ce ne sont pas des footballeurs qui vont baisser. Voilà, les Belges peut-être ça va être, ils sont puissants, c'est très puissant. Mais si vraiment ils connaissent les Belges vraiment ça va être très difficile. Donc il faut vraiment être prêt le jour de ces matchs-là. Les Coréens aussi, les Coréens on a vu très rapide, de courtes passes, football, la vivacité, malin, c'est des roublards, c'est pas des footballeurs. Il faut pas s'endormir, il faut pas quand on fait un tournoi comme ça, il faut essayer de ne pas perdre d'abord le premier match. Il faut gérer le premier match, il faut essayer d'être très vigilant. Si on fait un bon match au premier match, on le passe, ou là on fait un petit match nul, ou là on peut gagner, il faut jouer. C'est ce qu'on souhaite. Ça va être bien pour le. Mais sinon, si on passe, on fait l'erreur du premier match, ça va être très difficile. Là, je crois que les joueurs, il faut qu'ils se préparent. Il faut apprendre. Un bon exemple pour moi, par exemple, le football italien. Les Italiens, quand ils sont bons, quand ils sont bien, ils jouent leur football, mais quand ils sont, par exemple, pas bien, il y a de la malice, il y a de la roublardise, il y a tous les moyens sont bons. Donc, il faut étudier tout ce côté pour mettre les atouts. L'Algérie n'a pas gagné un match lors d'un mondial depuis 82, votre génération avec la victoire contre la RFA et le Chili. Depuis, l'Algérie n'a plus gagné aucun match en Coupe du Monde. Vous croyez que cette Coupe du Monde 2014, cette jeune génération des Firouli et Mehdi Hassan va pouvoir quand même gagner un seul match? Le souhait de tous les Algériens pour essayer de gagner un match. C'est un objectif. D'ailleurs, si j'étais à leur place, j'étais jeune, j'y penserais. J'essaierais d'avoir ça dans ma tête. Enfin, il y a une discussion entre les joueurs. Il faut se mobiliser, il faut se parler, il faut dire que quand même c'est une occasion pour nous, une Coupe du Monde. Donc, c'est ce qu'on leur souhaite. Et on a les possibilités. Qu'un des joueurs, c'est juste qu'il faut juste trouver l'équipe qu'il faut pour arriver à donner une victoire pendant une Coupe du Monde pour le peuple sportif, enfin pour le peuple algérien. Salah Assad, donc au micro de Houari Bessol. On arrive bientôt à la fin de cette émission où ce vol, comme le veut l'esprit de cette émission, un vol Dzer Rio que l'on vivra
2 fois par mois jusqu'au coup d'envoi de cette compétition exceptionnelle qui est peut-être le plus grand rendez-vous sportif planétaire après les Jeux Olympiques. C'est un rendez-vous que l'on va vivre ensemble, que l'on va vivre avec vous, qu'on va essayer de vous faire vivre tout au long de cette saison sportive jusqu'au 12 juin, début de la Coupe du Monde, et 17 juin, début de notre Coupe du Monde. J'aurai la chance d'avoir le meilleur défenseur qu'on puisse avoir sur un plateau. Il ne risque pas de m'arriver grand-chose. Et puis, avec Nasser Bouich, et je peux vous le laisser, le ballon, vous marquez quand vous voulez. Ah ouais. Antar, juste une question. Vous avez, vous, eu la chance de vivre peut-être une des plus belles aventures de joueurs et d'hommes avec la sélection algérienne. Vous êtes un des premiers qui ont bénéficié de cette loi, justement, qui a permis à des binationaux de venir en sélection. La sélection vous a offert les plus beaux moments. Je suis sûr que je n'exagère pas quand je dis ça. Et puis ce moment qui vous a propulsé dans une Coupe du Monde. Ces joueurs-là, qui vous regardent d'ailleurs, cette nouvelle génération, rêvent de vivre le même moment. C'est quelque chose d'extraordinaire dans un sportif, ça change la vie? Bien sûr, déjà, comme le fait de vivre pour un sportif, le fait de vivre une aventure humaine aussi, ça renforce la chose. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, je leur souhaite d'être épargnés par les blessures et que le groupe qui a vécu les éliminatoires puisse aussi profiter et récolter les fruits de leur travail et vivre en fait l'aventure humaine liée à l'aventure sportive ensemble à la Coupe du Monde. C'est vraiment une belle récompense. C'est tout le mal que je leur souhaite. Alors vous allez continuer à vivre le rêve de la qualification de Rio avec nous. Nasser également. Merci Mahdi Dahak, merci Rafiq Habib, merci messieurs d'avoir été avec nous. On va pas finir sans vous faire vivre. On va voir ces images avec vous également, comment les Algériens à Montréal, au Canada, ont vécu le tirage au sort. Alors regardez la ferveur des Algériens, elle est incroyable. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire, mais il y a quand même un tirage au sort et on va vivre ces images signées par notre correspondant sur place à Montréal, Lamine Fola, que l'on va regarder tout de suite. Voilà, donc c'était le tirage au sort dans un café dans la rue Jean Talon à Montréal, le Petit Maghreb ou le Little Maghreb, comme on l'appelle là-bas. Je vous réédite mes remerciements, messieurs. Rendez-vous pris pour un autre vol vers Rio dans quelques semaines. Je ne vous quitterai pas sans avoir une pensée pour notre réalisateur qui n'est pas aux manettes ce soir, c'est Yassine Yassine et Rafiq Anniq, également Mohamed Meliani qui sont donc à la régie. Une pensée à Mehdi Haddad qui, pendant la préparation de cette émission, a perdu sa grand-mère qui était sa mère, sa grand-mère, tout pour lui. Et ce soir, toute l'équipe a une forte pensée pour lui. Merci, messieurs. Merci à tous. Rendez-vous dans quelques jours pour Dzer Rio. L'atterrissage, c'est en juin. Bonsoir. Toca aí meu berimbau, 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 meu berimbau que é maneiro, meu berimbau é brasileiro e faz o povo balançar. Meu berimbau que é maneiro, meu berimbau é brasileiro e faz o povo balançar. Meu berimbau que é maneiro, meu berimbau é brasileiro e faz o povo balançar.
que é maneiro, meu berimbau é brasileiro e faz o povo balançar. Ei, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau. Ei, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau. Ei, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau. Ei, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau, toca aí meu berimbau.